On a évoqué l'éthique tout au long de ces 2 journées. Ce que je vais essayer de faire en quelques minutes, c'est de vous dire que l'éthique, c'est pas intellectuel, c'est pas bobo l'éthique. C'est quelque chose de très concret. Dans la réflexion éthique, sociétale, on parle beaucoup des confrontations des valeurs entre début de vie et fin de vie. C'est là où se situe le cœur du débat éthique. Mais c'est sociétal. Ce dont je veux vous parler là, c'est l'éthique du quotidien, l'éthique pratique, l'éthique du soin. Et on en a besoin. Pourquoi ? On l'a vu, je ne vais pas m'attarder, mais les pratiques de soins, c'est une alchimie réussie entre, d'un côté, la médecine des maladies, qui est très technique, qui est très biotechnique, qui est très imagerie technique. Ça veut dire qu'on cherche à être de plus en plus ciblé. Il y avait un cancer du sein qu'on bombardait par des chimiothérapies indistinctes. Aujourd'hui, il y a 15 à 20 cancers du sein. Il y avait un cancer du poumon, il y a 30 cancers du poumon, avec chacune des thérapies ciblées. C'est la médecine des maladies, c'est efficace, c'est conquérant, c'est incontournable, et ça a fait un chemin fou depuis 10 ans. Les mélanomes, avec métastase, ils mouraient tous. Ils sont 70% à vivre avec 3 molécules. Ça ne peut pas être remplacé. Le sida, ils mouraient tous, ils vivent tous par des molécules, de l'inventivité biotechnique. Et puis de l'autre côté, la médecine de la personne qui demande des compétences humaines, un regard global sur les conséquences humaines de ce qu'on fait et qui dépasse les conséquences sur les organes, qui tiennent compte de l'impact sur le mode de vie, qui tiennent compte sur les effets sur la qualité de vie, qui prennent en compte aussi les priorités de vie du patient. Et bien sûr, tout ceci avec le souci de la personne. Et au milieu arrivent les dispositifs médicaux et l'intelligence artificielle. Je vais simplement développer là l'extraordinaire conquête pour les patients et la maladie chronique des dispositifs médicaux et de l'intelligence artificielle. Bien sûr, ce que je vais vous montrer, c'est les aspects positifs. Et j'évoquerai quelques éléments collatéraux négatifs. Les dispositifs médicaux interviennent pour bousculer notre réflexion éthique. Et concrètement, en les appliquant sur les patients, nous sommes amenés dans certaines situations à nous poser des questions éthiques au quotidien. Et donc les équipes doivent apprendre à se poser ces questions. On a plusieurs approches. La première approche qui était située au bas de cette diapositive, c'est que chaque fois qu'on a un doute, une incertitude, on se pose 4 types de questions. Est-ce que je suis respectueux de l'autonomie de la personne? Est-ce que je n'ai pas une effraction sur sa vie, une pénétration dans son intimité, une détérioration de son mode de vie par rapport à avant?
Le deuxième élément, c'est le partage de la décision. Si on ne partage pas la décision, si on l'inculque, on ne va pas vers l'autonomie. Si on assène la décision, si on a une injonction de la décision, on n'a rien partagé. Donc une décision partagée, ce n'est pas une décision insufflée. C'est une décision qui fait qu'on doit prendre en compte un certain nombre de paramètres et les confronter avec d'autres qui n'ont pas le même angle de vue que soi-même spécialiste de la question. Est-ce qu'on fait du bien? Il n'y a pas une personne qui veut soigner, qui veut faire du mal. Mais on ne fait pas toujours du bien et on nuit à son insu par les erreurs, mais pas que. Par l'attitude, par la manière, par la façon dont on décide, on peut nuire. Et enfin, la question de l'équité, qui n'est pas du tout celle de l'égalité. L'équité, c'est la compensation pour quelqu'un qui a un handicap par rapport à d'autres, pour qu'il atteigne un niveau, si ce n'est comparable, en tous les cas, un petit peu meilleur. Ces quatre aspects de l'éthique clinique n'ont pas changé, mais on peut les aborder sur la conduite quotidienne. Est-ce que la décision qui est prise a de la rigueur? C'est-à-dire quel est le niveau de preuve pour la maladie donnée? Avant de raconter des histoires, il faut l'appuyer sur la science. Rabelais dit à Montpellier et ailleurs, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Mais Jean Bernard lui a répondu, il y a bien des années, « Conscience sans science est inefficace et dangereux. Conscience sans science. L'humanité sans rigueur peut être catastrophique. » Et donc, c'est important, la rigueur sur le fond, et donc la connaissance. La douceur sur la forme, le temps, l'écoute, le regard, la parole, les mots, la délicatesse, le tact. Les soignants disent le tact, je sais ce que c'est. Oui, mais ils ne prennent pas toujours conscience que le tact, c'est la résultante d'une bonne distance qui respecte, d'une certaine douceur et chaleur dans la forme et d'un égard, un égard. Et ça, c'est la délicatesse et le tact. Et dans le monde pressé, ça manque parfois beaucoup. Et c'est un point important. La collégialité fait partie d'éthique. Il n'y a pas d'éthique sans collégialité. Le moi, le je est haïssable dans l'éthique. J'affirme, je suis sûr, ou j'ai la conviction intime et sincère que ne sont pas éthiques. Puisqu'il s'agit de sujets d'incertitude, ou donc de valeurs de qualité proche vont s'affronter. Je ne vous fais pas le schéma sur la fin de vie. L'aide apportée à quelqu'un qui ne tolère plus, et de l'autre côté, la protection des personnes de valeurs qui se valent et qui méritent qu'on en discute, et que l'une ne soit pas écartée d'un revers de main par rapport à l'autre. Enfin, la décision, je l'ai dit, comprise et partagée avec les patients. Vous avez là les très grands principes du soin sans lesquels il n'y a pas de conduite éthique. Alors, Paul Valéry, qui a dit beaucoup de choses, a dit l'homme moderne est l'esclave de la modernité. Quand on voit le portable aujourd'hui,
la toxicomanie sur le portable dans les familles, dans les transports, dans l'absence de regard sur l'autre, on est convaincu qu'il est né un nouvel esclavage, qui n'est pas le charbon, certes, qui n'est pas la mine, mais qui est quelque chose qui transforme les relations humaines. Et tout ce qui est innovant en médecine n'est pas humainement souhaitable. Et surtout n'est pas individuellement approprié. Il y a des innovations qui sont merveilleuses en résultat chez 10 personnes et catastrophiques chez 5. Ils ne sont pas les mêmes. Un soin automate, l'organisation, la procédure, la norme, bien sûr que ça fait progresser en moyenne, statistiquement, les soins, mais ça comporte toujours un danger chez les personnes, c'est que dès qu'arrive l'automatisme, on se pose beaucoup moins de questions. Toujours Paul Valéry, d'ailleurs, j'ai mal à citer tout à l'heure, mais quelle phrase! Il y a 85 ans. Comment il a pu avoir cette prémonition? Lisez cela. Le malade de l'avenir est une collection de fiches, de pratiques, de nombres, d'enregistrements. Un automate sera le médecin de l'avenir qui déduira sans aucune pensée de ces données un classement et un traitement, l'algorithme. La valeur des médecins diminue, et c'est ce qu'a rappelé Gemma, en raison directe des moyens d'investigation que lui donne la technique. Plus en dispose-t-il, plus s'efface-t-il devant eux et renonce facilement à observer, à réfléchir. Les grands médecins d'Harvard, de la Mayo Clinic, ont écrit un éditorial qui m'a beaucoup marqué en 2019. Ils rejoignent exactement la pensée de Paul Valéry. Et il conclut en disant, dans ce monde pressé de la médecine ambulatoire et de consultation, il n'y a simplement plus le temps de penser. Et ils ajoutent, ce qui manque le plus à la formation des soignants aujourd'hui, c'est de leur apprendre à penser et ne pas agir en automate qu'en fonction des protocoles et des procédures. Et donc, les dispositifs médicaux connectés sont arrivés, non pas le comptage des pas ou des kilomètres ou de la fréquence cardiaque, mais beaucoup plus que ça. Ils sont une véritable interface quotidienne entre les patients, les médecins, à travers des plateformes de recueil de données, le plus souvent automatiques, avec des algorithmes qui interprètent, qui diagnostiquent et qui traduisent en modifications thérapeutiques immédiates, souvent, avec une téléassistance. Bref, ça transforme la vie des patients et c'est arrivé. Et bien sûr, lorsqu'on regarde, ce sont des dispositifs à destination médicale, ceux-là, mais qui servent à l'éducation thérapeutique, à la sécurité des soins, qui sont implantés ou externes, qui ont des fonctions de télétransmission. Et tout à l'heure, Bernard Nordinger l'a amorcé, qui ont des algorithmes de plus en plus incrémentaux, c'est-à-dire qui s'améliorent, avec parfois intervention humaine, mais de plus en plus apprenants et autonomes, qui marchent très bien, qui répondent à beaucoup de choses, et on ne sait pas comment ils sont arrivés à ce résultat. Et pourtant, aujourd'hui, nous y sommes. D'abord, les systèmes cardiaques, avec les systèmes appelés Revil, un tout petit bâtonnet de 2 cm implanté avec une aiguille, sans aucune douleur, et qui est en place pour 3 ans.
et qui analyse tous vos troubles du rythme cardiaque et qui sont posés au CHU, à la clinique du millénaire, tous les jours, et qui ont transformé le problème des troubles du rythme cardiaque parce qu'on s'est rendu compte que 85% des AVC, des accidents vasculaires cérébraux et des troubles du rythme cardiaque qui les génèrent n'étaient pas détectés auparavant si on ne dépassait pas 30 jours d'analyse. Autrement dit, le Holter de papa de 1 ou 2 jours ne sert à rien, puisque 84% sur les dernières données de ces études montrent que ces systèmes ici percutanés, mais aujourd'hui implantés sous la peau, sont d'une efficience redoutable. Et bien sûr, les montres connectées de plus en plus performantes sur le rythme cardiaque, et enfin des systèmes qui notent la pression artérielle, où on peut introduire, en tapant 1, 2, 3, 4, les symptômes que l'on a, si on fait de l'exercice ou pas. Et à la fin, on a la réponse cardiaque d'une précision qui rend le test d'effort au cabinet du cardiologue désuet petit à petit. Donc, le diabète, bien sûr, un des points d'affection de ma vie, le diabète de type 1. Et l'équipe dirigée aujourd'hui, conduite par Éric Renard, avec talent et efficacité, est la première en France à avoir des centaines et des centaines de patients qui sont sous système automatique, lecture de la glycémie, algorithme et réponse automatique de l'insuline, minute par minute, adaptée à ce niveau de glycémie en permanence. Et ces systèmes se diffusent chez les enfants, chez les jeunes, et aujourd'hui, on a les résultats sur des milliers et des milliers de patients. En France, la cohorte est de 2700 patients aujourd'hui, dont 800 pratiquement à Montpellier, 700 et quelques, et c'est inarrêtable. C'est inarrêtable parce que ça allège la vie, parce que l'équilibre est transformé, parce qu'on ne paye pas par des hospitalisations injustes le moindre dérapage, parce qu'on n'a pas des malaises hypoglycémiques graves qui changent la vie de quelqu'un. Et les résultats, il y en a des centaines aujourd'hui, mais je vous montre la cohorte française, elle est très claire. Les patients sont à la cible 2 à 3 fois plus souvent. Ils font 4 fois moins d'hypoglycémie comateuse sévère. Et ils font 3 fois moins d'hospitalisation par décompensation glycémique du diabète. Et ces résultats, ils sont comparés à des diabétiques très bien éduqués, sous pompe et sous capteur, mais sans algorithme. Autrement dit, les résultats que je vous montre là sont les seuls résultats de l'algorithme et de l'intelligence artificielle. Pas de la pompe, pas du capteur, l'algorithme. C'est ça l'intelligence artificielle. On ne peut pas arrêter ça. Mais pour ceux qui sont sous stylo injecteur d'insuline, c'était déjà un progrès, c'est des stylos intelligents. C'est des stylos intelligents car dotés d'algorithmes et dotés d'aide à la personne. Ils analysent les données en permanence, ils mesurent, ils conseillent le patient sur les doses de traitement appropriées, ils assistent par des conseils sur les hypoglycémies et ils anticipent par l'algorithme ce qui va se passer et donc préviennent le patient. Bref, ils envoient un rappel en cas de bolus oublié. Bien sûr, il faut éduquer
que les patients soient motivés, mais les résultats sont bien. On réduit le temps, on augmente, le temps dans la cible, et regardez, on réduit de près de 1 sur 2 les injections manquées, parce que les diabétiques doivent penser aux injections tout le temps. Et bien sûr, la vie avec son émotionnel, ses rencontres, ses discussions enflammées, sa conversation, fait oublier ça. Et donc, les résultats de ces systèmes sont intéressants. Et dernier point, et ça a été évoqué par Bernard Nordlinger, ChatGPT est rentré dans la médecine et dans le diabète. Et on a déjà des résultats. C'est-à-dire qu'à partir tout simplement d'un algorithme construit dans le cadre d'une intelligence artificielle qui, à partir des questions, des prompts, j'ai entendu Madame la directrice dire tout à l'heure, nous cherchons ou nous allons avoir des ingénieurs de prompt. C'est un terme nouveau, mais on sait qu'effectivement, c'est un métier, la qualité des questions pour avoir les réponses de ces systèmes. Et donc, ces systèmes apprennent, ils s'améliorent, on veut une validation humaine, et surtout encore pour le moment, mais ils ont un potentiel dont on ne peut pas se passer. Et regardez simplement ce résultat. Des équipes très spécialisées ont suivi des diabétiques à droite avec le coaching, avec l'accompagnement, avec la qualité de soins et d'éducation thérapeutique classique, mais appuyée. Et de l'autre côté, ils les ont lâchés avec le chat GPT sur le diabète. Et le résultat, c'est qu'ils passent de 25% dans cette étude, dans la cible glycémique, à 80%. Et qu'au lieu d'arriver à quelque chose de correct en 80 jours, on y arrive en 15 jours. Autrement dit, le conversationnel génératif a dépassé le coaching humain. Et ça, c'est quelque chose qui diffusera de plus en plus. Voilà, donc les potentialités et les plus-values sont nombreuses dans l'accès aux soins, dans le fait de sauver des vies. Le défibrillateur, les pacemakers sophistiqués utilisent des algorithmes, sauvent des vies tous les jours en nombre considérable. Ça accroît la sécurité et surtout, ça favorise la personnalisation de par l'algorithme qui répond aux problèmes individuels du patient. Et donc, ça maintient l'autonomie. Ça n'empêche pas un rapprochement important, étroit, entre le patient et les soignants. Parce qu'il faut surtout déléguer un savoir. Il faut avoir une éducation thérapeutique performante. Et je suis frappé, du haut de mon âge, de voir comment ces équipes d'infirmières, de médecins et de patients ne font qu'un. Le savoir a été totalement transmis. Et si bien même que les médecins non spécialisés dans le diabète regardent ces systèmes et ces patients en disant faites ce que vous avez à faire, mais moi, j'interviens plus dans votre soin. Ils sont devenus autonomes avec des questions qui se posent et que les équipes doivent se poser. Et c'est pour ça que nous éduquons les équipes qui initient ces thérapeutiques et qui les suivent à avoir l'œil sur l'éthique et à se poser inlassablement ces questions lorsqu'il y a doute. Bien sûr, on a parlé des responsabilités, je ne l'aborderai pas ici, c'est un problème complexe.
Sur l'autonomie, ça a été dit par Jean-Michel Bruel, rappelez ce que rappellent tous les patients. Aujourd'hui, on ne fait pas pour en paternalisme le patient, on fait avec. Mais avec, ça se traduit par toujours une intelligibilité de l'information et j'ai envie de dire un très grand souci de faire en sorte de s'assurer que la personne a bien compris ce qu'on a dit. Ensuite, ces informations doivent être bien sûr loyales, mais il faut à la base une très bonne éducation pour avoir une réelle autonomie des patients et une décision partagée. Ils gardent, ces patients, la capacité humaine de couper, d'interagir, de dire ça suffit. Ce week-end, j'arrête. Et ils peuvent le faire. Et il faut surtout les encourager à le faire. Ils ne doivent pas devenir des instruments piégés par la machine pour ceux qui souhaitent arrêter à un moment donné. Sur la bienfaisance, avec ces outils, c'est comme toujours, c'est la pertinence de l'indication. C'est la pertinence de l'indication par rapport à la personne. Et donc, il y a des personnes qui ne répondent pas à ces outils, s'y adaptent pas, et sont préoccupées par ces outils, ou se sentent trop dépendants de ces outils. Il faut donc trouver des solutions. La qualité de l'équipe, ça n'écarte pas les équipes et les soignants, je le redis, ça entraîne une plus-value de leur intervention auprès des patients. Et je crois qu'il se crée un lien dans une réelle autonomie. Ne pas nuire, c'est des checklists, mais ces checklists sont importantes dans le soin technique, notamment la reproductibilité des résultats, la confidentialité des données vis-à-vis de bien des personnes, et puis la robustesse. Et puis le week-end, vous êtes dans les Cévennes, et d'un coup, ça passe plus. Les données passent plus dans une vallée des Cévennes. Et donc, il faut éduquer à ce qu'on s'assure qu'on ne fait pas confiance à l'algorithme alors qu'il n'y a plus d'accès dans ces territoires-là. Je terminerai. L'Europe a pondu le règlement général de protection des données et dans lequel il est dit il faut une loyauté de la conception. Et c'est les agences du numérique qui doivent vérifier la loyauté de cette conception. Parce qu'un concepteur qui a induit un biais sur l'objectif qu'il veut obtenir peut entraîner tous les algorithmes qu'il a construits vers cette orientation. De même, on l'a abordé, j'insiste pas, l'explicabilité par une agence. Mais aujourd'hui, je crois que l'explicabilité est mise à mal parce que les systèmes qu'on utilise ne sont pas explicables. Voilà, je conclurai en disant que le soin, si je devais définir ce qu'est être humain dans le soin, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour un soignant. Parce qu'il faut avoir en permanence à l'esprit que l'on est exclusif pendant un temps donné avec ce patient. Or, tout est fait pour penser à quelque chose d'autre. L'écran en allant chercher les résultats, le téléphone portable, les SMS, la porte qui s'ouvre, les multitâches, tout est fait. Et j'ai testé
au cours de mes consultations, ma volonté d'être exclusif pour le patient donné. C'est très difficile. C'est facile 3 fois, 4 fois, mais 12 fois, c'est très difficile. Fort heureusement, il y a des patients qui posent très peu de problèmes, qui reposent, comme on dit, et donc on n'est pas très attentif, mais tout marche bien pour eux. Sinon, c'est difficile. Et pourquoi il faut un temps d'exclusivité? Parce que tous les patients le disent. Ils disent, on comprend que les docteurs soient pressés, que les infirmières courent, qu'ils n'aient pas tout le temps pour nous, mais au moins les 10 minutes avec nous, qu'ils soient avec nous. Et c'est ce qu'ils appellent la présence. Et d'ailleurs, ils vous disent, j'ai vu un médecin, mais il n'était pas là. Il n'était pas là, il ne m'a pas regardé. Je n'ai pas compté. Et ceux qui disent, j'ai vu un médecin qui a une présence extraordinaire, quand vous faites détailler, en fait, il a été dans un temps d'exclusivité. Et tout ça pour essayer de lire l'émotion de l'autre. Et pourquoi lire l'émotion de l'autre? Parce que le médecin doit lire la vulnérabilité de l'autre et avancer sur ces points de vulnérabilité, parce que c'est là où il va falloir soutenir. Et donc, le regard, l'écoute. Je crois surtout qu'il faut avoir la conscience du dégât que l'on fait à son insu. C'est ça l'éthique, je crois. Et j'ai gardé cette diapositive que je passais il y a 10 ans. Parce que je ne changerai rien. Ce n'est pas la machine qui est inhumaine. C'est la façon dont on s'en sert si on n'évolue pas par la formation. Et les sciences humaines, la culture GEMA, c'est important pour le sens de l'observation. C'est important pour comprendre la complexité de l'humain. C'est important pour avoir un regard sur une situation. Mais ça ne fait pas qu'on est humain. Et on sait très bien que des gens imprégnés de sciences humaines et sociales n'ont parfois aucune humanité. Être humain en soi, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais il n'empêche que la culture est importante. Et dans le fond, on a pendant des années, il y avait quelqu'un qui posait la question, pourquoi vous n'avez pas fait des cerveaux humains avec les étudiants en médecine? Heureusement, il y en a des cerveaux humains. Mais c'est vrai qu'on a privilégié la tête bien pleine. Parce que la science comptait, la rigueur comptait. La tête bien faite, c'est la capacité de décision, c'est autre chose. Et ça peut ne pas être en relation. Et enfin, le cerveau humain, il n'y a pas de cerveau humain sans réflexion, sans éthique, et bien sûr, sans conscience d'un certain nombre de choses. Ces éléments, je crois, rejoignent ce qui a été dit. Oui, il faut s'imprégner de l'histoire, des idées et de la culture. Il faut transmettre une expérience, c'est fait pour ça. Il faut porter les innovations sans crainte, mais en formant. Et puis, il faut insuffler cette conscience éthique avec le souci premier de la personne. Merci.